Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la technologie et la performance. Ce webinaire vous est présenté par Django Academy en partenariat avec l'Africa Net Product Price Initiative. Pour ma part, je m'appelle Sébastien et je suis partenaire en charge des investissements et des levées de fonds au sein de Django. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner mon collègue Emmanuel, qui est partenaire en charge de la technologie au sein de Django. Nous avons préparé avec Emmanuel une série de sondages et tout au long de ce webinaire, nous vous demanderons et nous vous solliciterons. Donc, n'hésitez pas à rendre ce webinaire le plus interactif possible et répondre aux différents sondages préparés par Emmanuel. Il y aura aussi à la fin de ce webinaire une session de questions-réponses qui sera donc prévue. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions et vos réponses dans l'onglet Q&R, questions et réponses. Sans plus attendre, je vous propose de visionner ensemble une vidéo d'introduction de notre partenaire, l'Africa Netpreneur Prize Initiative. Donc maintenant, voilà quelques mots sur notre partenaire, l'Africa Netpreneur Prize Initiative, qui est donc un programme philanthropique qui a été lancé par la fondation Jack Ma. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jack Ma est le fondateur d'Alibaba, qui est aujourd'hui le groupe Internet numéro 1 en Chine et qui fait partie du top 10 mondial des sites de e-commerce. Et donc, ce programme, l'Africa Netpreneur Prize Initiative, a pour mission principale de renforcer l'écosystème entrepreneurial africain en permettant à des entrepreneurs brillants de gagner en visibilité, d'être accompagnés, d'être formés et aussi d'avoir accès à des subventions. Et donc, la vision à l'horizon 2030 de Jack Ma et des membres de l'Africa Netpreneur Prize Initiative est que 100 héros entrepreneurs africains en inspireront 10 millions sur le continent. Les valeurs de ce programme sont très inclusives. Il n'y a pas de secteur de prédilection, donc tout dirigeant, tout entrepreneur de tout secteur peuvent postuler. Et bien évidemment, nous mettons l'accent sur le genre et nous invitons toutes les femmes à postuler en nombre, donc toutes les entrepreneuses, toutes les fondatrices d'entreprises. Et donc, c'est un programme qui est orienté vers les petites et moyennes entreprises et géographiquement qui est ouvert aux 54 pays africains. Voilà quelques milestones et points d'étape clés en ce qui concerne l'organisation de l'Africa Business Euro Challenge, qui est géré par l'Africa Netpreneur Prize Initiative. Donc tout d'abord, en fait,
Il y a un processus de candidature à 3 tours. En ce moment et depuis le 6 avril, le dépôt des candidatures est ouvert. Donc, vous pouvez candidater, postuler en ligne et nous reviendrons avec Emmanuel un peu plus tard sur comment postuler. Et donc ensuite, l'étape suivante est qu'il y aura une sélection des 50 entrepreneurs et dossiers les plus prometteurs. Ensuite, il y aura des entretiens par visioconférence pour sélectionner le top 20 des entrepreneurs. Et ensuite, il y aura une demi-finale en présentiel pour la sélection du top 10. La finale sera enregistrée et sera en live diffusée à la télé. Donc, vous aurez l'occasion de pitcher, que ce soit en anglais ou en français. Donc, nous invitons tous nos amis francophones à postuler en nombre. Donc, vous pourrez donc pitcher devant des membres du jury tels que Jack Ma ou Strive Masiyiwa. Et tout au long en fait de ce programme, vous serez accompagné et vous aurez accès à des modules de formation, de mentorat et d'accompagnement. L'idée est vraiment de renforcer vos capacités aussi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc ce programme est très inclusif. Avant de candidater, donc assurez-vous bien que vous remplissez les 3 critères suivants. Donc, le premier critère est que le fondateur ou la fondatrice de l'entreprise doit être d'origine africaine. Donc, soit citoyen ou citoyenne d'un pays africain et ou avoir des parents ou grands-parents qui ont eu la nationalité d'un des 54 pays d'Afrique. Le deuxième critère est que l'entreprise doit être basée en Afrique. Donc, l'entreprise est immatriculée en Afrique et a ses activités qui se déroulent principalement en Afrique. Le troisième critère est que l'entreprise doit être déjà lancée, c'est-à-dire que vous devez être à un stade post-conception. Donc, il faut donc que votre activité tourne depuis 3 ans ou plus et que vous ayez obtenu 3 ans de chiffre d'affaires. Donc, pas nécessairement consécutivement sur 3 ans, mais que vous justifiez de 3 ans de chiffre d'affaires. Quelques statistiques sur l'année dernière. Donc, l'African Netpreneur Prize a connu un fort succès avec plus de 10 000 candidatures enregistrées dans 50 pays africains, 26% des candidatures féminines. Et encore une fois, nous encourageons les fondatrices, les dirigeants d'entreprise à postuler en nombre à ce programme. Et donc, les membres du jury l'année dernière étaient donc voilà, de renommée mondiale et comptaient donc Claude Tsai, qui est vice-président exécutif du groupe Alibaba, Ibukun Awosika, qui est présidente de First Bank Nigeria, Jack Ma, donc, qui est fondateur du groupe Alibaba et de la fondation Jack Ma, que j'ai présenté un peu plus tôt, et aussi Strive Masiyiwa, qui est fondateur et président exécutif du groupe Econet, et aussi de Cassava Smart Tech qui opère la marque EcoCash. Parmi le jury élargi, donc en bas de cette slide, vous pouvez voir les différents visages et il y a Fatoumata Tabar qui est donc fondatrice et directrice générale de Django. Quelques mots sur les lauréats de l'année passée. Donc, la lauréate du premier prix était une entrepreneuse donc, nigériane et qui opère une start-up dans le secteur de la santé. Le lauréat du deuxième prix était donc d'origine égyptienne et il a créé une plateforme de recherche scientifique. Et la lauréate du troisième prix donc, est basée au Rwanda et a créé une entreprise en eau et assainissement. Voici le calendrier donc, de l'Africa Business Bureau sur l'année 2020. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, donc, les candidatures sont ouvertes depuis le 6 avril. Et donc là, nous sommes actuellement au mois de mai. Et donc, au mois de mai, donc, il y a une série de webinaires pour renforcer vos capacités. Et aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Emmanuel en reviendra un peu plus tard sur les différents sujets liés à la technologie. Et donc ensuite, un deuxième temps fort dans ce calendrier est la clôture des candidatures le 9 juin. Ensuite, mi-septembre donc 2020, il y aura l'annonce du top 10, donc vraiment des 10 entrepreneurs qui sont sélectionnés. Et fin novembre, il y aura la grande finale et le sommet. Donc, nous sommes très fiers, Emmanuel et moi-même, d'être en partenariat avec l'African Netpreneur Prize Initiative. Pour notre part, nous travaillons donc tous les deux à Django. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Django, donc Django construit, accompagne la croissance et investit dans des champions panafricains du numérique. Donc, nous accompagnons des entrepreneurs qui leveragent sur la technologie pour massifier 3 impacts sur le continent africain. Le premier est l'accès aux consommateurs africains à des services, produits et contenus essentiels. Le deuxième impact est l'accélération de la croissance des PME et la meilleure intégration des PME africaines aux chaînes de valeur internationales. Et le troisième impact est la création d'emplois durables chez les jeunes
et les femmes. Et pour cela, donc, Django est organisé autour de 3 piliers. Le premier pilier est un startup studio qui remédie aux défaillances concrètes du marché pour améliorer l'accès au marché des PME. Le deuxième pilier est Django Capital qui vise à donner accès au capital et soutenir les femmes et les entrepreneurs talentueux. Et le troisième pilier, et je l'évoquais un peu plus tôt dans ce webinaire, est l'Académie qui favorise l'accès aux capacités en encourageant une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Emmanuel qui va donc lancer ce webinaire et se présenter. Merci Sébastien. Merci à tous d'être présents à ce webinaire. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Là, on va y arriver. Voilà. Juste Sébastien, est-ce que tu peux juste me confirmer que de ton côté tout fonctionne bien? Est-ce qu'on m'entend et est-ce qu'on voit mon écran? Ouais. Niveau sonore et niveau visuel, tout fonctionne, tout est parfait. Tu peux y aller, Emmanuel, tu peux te lancer. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, je vais commencer brièvement par me présenter et puis ensuite on va entrer dans le vif du sujet qui touche finalement à la technologie et comment elle s'intègre dans la démarche que peut avoir votre startup pour se développer le plus vite et le plus efficacement possible. Donc, personnellement, je travaille depuis un peu plus de 20 ans dans le domaine de la technologie, soit chez des éditeurs de logiciels, soit chez des acteurs e-commerce direct. Donc, j'ai commencé comme consultant pour un éditeur d'ERP en travaillant chez des grandes entreprises dans le domaine des télécoms ou de l'automobile, les comptes Nokia, Renault. J'ai ensuite travaillé dans le pôle conseil et intégration d'un éditeur de logiciels européen dans le domaine de l'assurance, avant de rejoindre un site B2C à ses tout débuts qui s'appelle lesfurets.com et qui est probablement aujourd'hui le plus gros comparateur d'assurance B2C en France. J'ai ensuite rejoint Jumia, que certains d'entre vous connaissent probablement, donc plateforme e-commerce en Afrique, où j'étais CTO de la partie Jumia Mall, c'est-à-dire vraiment la partie e-commerce. J'ai ensuite travaillé pour un éditeur de logiciels toujours dans le monde du e-commerce et du big data. Avant de rejoindre Fatoumata, le projet de Fatoumata, pour cofonder Django, où j'occupe donc un rôle de CTO dans le studio, c'est-à-dire vraiment la direction technique des startups qui sont créées et de partenaires au niveau de Django Capital, peu particulièrement donc évidemment en charge de la technologie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit sondage, une petite question, et avoir un petit peu votre avis finalement sur vous en tant qu'entrepreneur, personne impliquée dans la création d'une entreprise. Comment est-ce que vous percevez, alors j'ai mis votre capacité technologique, vous pouvez dire votre IT, votre département développement, études et développement. Est-ce que vous le voyez plutôt comme un centre de coût, un asset ou bien un avantage compétitif? Donc, j'ouvre le sondage, n'hésitez encore surtout pas à participer. Ne soyez pas timide. Le vote est ouvert. On compte sur vous. Alors, Emmanuel, j'attends un tout petit peu. Les votes sont en train d'arriver. J'attends que tout le monde ait le temps de répondre. Donc, Emmanuel, 10% des participants ont répondu un centre de coût, 30% des participants un asset et 62% un avantage compétitif. Merci, merci Sébastien. C'est une excellente nouvelle et j'ai volontairement commencé par cette question
un petit peu provocatrice. Parce qu'en fait, en général, ou en général, je ne sais pas, mais en tout cas fréquemment, la technologie peut être quelque chose qui est perçu comme étant très frustrant pour un entrepreneur qui n'est pas lui-même, j'allais dire, cofondateur technique ou ingénieur de développement. Les remarques qu'on peut entendre, c'est bah, mon IT, ça me coûte très cher. Ça me coûte très cher en temps, parce que quand je veux implémenter une nouvelle fonctionnalité, un nouveau module dans mon produit, ça prend du temps. Ça prend toujours plus de temps, d'ailleurs, souvent que ce qu'on avait imaginé au départ. Ce n'est pas toujours d'excellente qualité, c'est-à-dire que, bien sûr, on ne vise jamais le logiciel parfait, enfin, ça aurait un coût infini. Néanmoins, bah, il y a des bugs, donc les clients ne sont pas toujours contents. Parfois, il faut du temps pour les corriger. Voilà, c'est pas parfait. Et puis, ça me coûte cher aussi simplement parce qu'il faut que je paye des ingénieurs de développement et qu'aujourd'hui, bah, c'est une profession qui est assez demandée. Donc, voilà, ce sont des ressources qui sont assez coûteuses. D'un autre côté, je peux me demander qu'est-ce que ça me rapporte et c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, de le quantifier. On peut se demander bah, quelle est la valeur de mon IT. Aujourd'hui, si je valorise, si je veux essayer de la valoriser, si je veux mettre un montant en face, c'est difficile. Je peux aussi me poser plus une question en termes de flux. Est-ce que mon équipe est productive? Est-ce que mes développeurs développent à une vitesse raisonnable? Comment est-ce que je le sais? Donc, c'est un petit peu frustrant parce que ce sont aussi des questions où il est difficile de répondre. En fait, bien sûr, on se demande est-ce que je pourrais faire mieux. Et puis dernier point, bah, c'est un métier d'expert. Alors, comme beaucoup de métiers, mais c'est un métier d'expert où, quand on n'est pas du métier, bah, c'est difficile de rentrer dedans. Si je regarde ce que fait mon CFO, qui est un expert aussi, dans une certaine mesure, sans être un spécialiste du domaine, je peux comprendre les calculs qu'il fait, les spreadsheets. Je peux probablement comprendre un peu plus facilement ce qu'il m'explique sur sa démarche et l'avancement de son projet que ce que me raconte un développeur qui va me dire oui, mais il y a une nouvelle version du framework qui est sortie et donc je suis obligé de passer 15 jours à la mettre à jour avant de pouvoir développer la nouvelle fonctionnalité, sinon ça va mal se passer. Parce que c'est aussi un domaine qui évolue de manière constante. Et donc la communication peut être difficile. Bref, c'est un domaine qui est parfois perçu comme une boîte noire, et ce qui peut être un petit peu frustrant. Même si on a confiance, on peut toujours se demander, mais est-ce que je pourrais faire mieux? Alors heureusement, ces questions et d'ailleurs les réponses à vos sondages le montrent un petit peu, la vision des choses a quand même évolué depuis une vingtaine d'années. Il a fallu du temps, hein, ce n'est pas venu d'un seul coup. Et je vais, dans un premier temps, dans cette présentation, en fait, partir de ce constat d'évolution, vous parler très brièvement de ce qu'on appelle le manifeste agile et un peu plus longuement de la méthodologie Lean Startup, alors qui n'est pas du tout spécifique à l'IT, mais qui y touche. Et puis ensuite faire le lien avec le rôle que peut jouer le CTO finalement pour répondre à ces doutes et puis surtout vous aider à développer votre startup de la manière la plus efficace possible. Que puis-je attendre de mon CTO? Et finalement, une fois que je sais ce que je peux en attendre, ça peut aussi m'aider à le choisir ou à avoir avec lui un dialogue, faciliter l'alignement des objectifs et des méthodes que l'on suit pour les atteindre. Alors, je vous ai dit que je remontais à une vingtaine d'années. Le manifeste agile, en fait, alors c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est assez connu dans le domaine de l'IT. En fait, il y a 17 experts du domaine, donc du développement logiciel, qui sont réunis, qui sont partis du constat que les projets informatiques, de manière générale, ça se passait assez mal. Si je schématise un petit peu, on faisait des projets informatiques un peu comme on faisait des projets peut-être d'architecture, de bâtiments, en se disant, bon, voilà, je vais écrire des spécifications, je vais payer des gens qui comprennent le métier de mon entreprise, qui comprennent mon besoin. Je vais les faire travailler pendant 3 mois. Ils vont écrire 500 pages de spécifications. Ensuite, je vais aller voir une équipe technique, alors interne ou sous-traitée, hein, externe.
Je vais leur donner ces spécifications et comme c'est très bien fait, je vais leur dire ben, mettez-vous au travail. Ils vont me dire voilà, il y a tant de travail, ça va vous coûter tant et on se revoit dans 6 mois pour la première version. 6 mois après, on se revoit. Alors peut-être 7 mois, 8 mois parce que ça prend quand même souvent du retard, les projets informatiques. Et quand on essaye, eh ben, en fait, ça ne marche pas bien. Et puis, on ne s'était pas bien compris. Et puis surtout, la vie a continué pendant ces 6 mois et mon entreprise, elle a évolué et mes besoins aussi. Et donc, j'ai un projet où voilà, j'ai beaucoup de lignes de code, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais ça ne répond pas vraiment à mon besoin et mes utilisateurs, ils ne vont pas vouloir l'utiliser. En tout cas, ils vont beaucoup résister et donc, il va falloir faire une nouvelle version qui va être, voilà, il va falloir encore investir, ça va reprendre du temps, 3 mois, etc. Donc, bref, ça ne fonctionnait pas très bien, les projets informatiques. Et donc, ces experts sont réunis pour y réfléchir et ont écrit quelque chose qui s'appelle le manifeste agile. Alors, je ne vais pas vous réciter ici, hein, il y a 4 valeurs et 12 principes. J'ai mis l'URL, vous pourrez aller regarder les 12 principes. Je pense que ça se lit très vite, hein, ça tient sur une page et c'est intéressant. Mais il y a les 4 valeurs, je les ai reprises quand même parce que je trouve que d'abord, elles ont fortement influencé la manière dont on fait des projets informatiques depuis 20 ans. Et puis, je trouve elles restent très pertinentes. Et elles mettent un peu en opposition l'ancienne façon de faire avec ce qui devenait à l'époque la nouvelle façon de faire, c'est-à-dire privilégier les individus et leurs interactions par rapport aux processus et aux outils, ce qui ne veut pas dire que les processus et les outils ne sont pas utiles et nécessaires. Néanmoins, les individus et leurs interactions doivent piloter la manière dont on utilise les processus et les outils plus que l'inverse. Des solutions opérationnelles, c'est-à-dire qui fonctionnent par rapport à une documentation exhaustive. Si je schématise, une démonstration avec une fonctionnalité même implémentée partiellement ou une maquette est plus parlant que 5 pages de texte. La collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles, là, on revient un petit peu à la notion de contrat, de spécification. Finalement, discuter avec ses clients, c'est en général une bonne idée. Alors, ça peut être des clients internes suivant les projets ou des clients externes. Mais voilà, considérer ces clients plus comme des partenaires que comme un interlocuteur sur un contrat. Et puis enfin, dernier point, et ça va être essentiel, la réponse au changement, de préférence au respect d'un plan. On aimait bien faire des plans et se dire, voilà, pendant les 6 prochains mois, on va travailler de cette manière et parce qu'on a de la méthode, parce qu'on a des process, parce qu'on a des outils et une bonne documentation, on sait à peu près à quel résultat on va arriver et avec un peu de chance, on sait à quel coût et avec quel niveau de qualité. Comme je vous l'ai dit, les choses évoluent avec le temps et finalement, être capable d'appréhender le changement pendant même le projet, ça permet de converger et d'arriver vers un résultat plus proche de ce qui sert au moment où on termine le projet, ce qui est souvent assez différent de ce qu'on avait imaginé au début. Donc, cette philosophie, on va dire, ces principes, ces valeurs, ils ont été déclinés en pas mal de méthodologies dites agiles. Ça a fait le bonheur des consultants qui ont pu vendre beaucoup de formations, de coaching, etc. sur ces méthodes. Néanmoins, elles ont eu des effets très bénéfiques. Elles ont beaucoup influencé la manière de faire des projets informatiques. Et finalement, si on devait retenir un point important, c'est cette idée que au lieu de travailler dans un modèle qui était dit le modèle waterfall, où finalement on faisait une spécification, on travaillait dans un tunnel avec les développeurs pendant 6 mois, on livrait et on regardait si ça marchait ou pas et on refaisait une version. On va plutôt chercher à faire des versions très très courtes et à itérer de manière incrémentale beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une livraison tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je vais livrer mon produit, une nouvelle version de mon projet, toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, voire tous les jours, voire pour certains aujourd'hui plusieurs fois par jour. Donc, on va itérer et s'éloigner de ce modèle waterfall. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, OK, très bien, j'itère, donc je fais des plus petites livraisons à chaque fois, donc finalement, j'ai moins de chances de me tromper, ou si je me trompe sur un investissement beaucoup plus faible. Se pose la question de qu'est-ce que je mets dans cette itération. Finalement, si chaque jour, je décide ce que je vais implémenter le lendemain, je schématise un petit peu, ou chaque semaine, je décide ce que je vais faire la semaine prochaine avec mon équipe de développement,
comment est-ce que je fais pour décider ce que je vais mettre dans cette itération? Parce que j'ai pu faire un plan pour 6 mois, maintenant il faut que je réfléchisse tout le temps, que j'itère, avec une fréquence beaucoup plus élevée. Donc j'ai réduit le risque, mais je dois réfléchir beaucoup plus souvent. Et alors, de manière intéressante, alors bien sûr, les méthodologies informatiques ont essayé de répondre à ça, mais de manière intéressante, il y a quelqu'un qui s'appelle Eric Ries, qui en 2008 a présenté une méthodologie basée sur son expérience qui s'appelle le Lean Startup, dont je vais vous parler un petit peu. Alors, je ne vais pas vous parler de tous ces aspects parce que d'abord, c'est assez complet et je n'aurai pas le temps. Je vais essayer d'en reprendre quelques points principaux pour attirer votre attention dessus et peut-être vous donner envie de lire le livre The Lean Startup. Alors, je suis sûr qu'il y a une version traduite en français qui existe aussi. Donc, cet ouvrage qui a été écrit par Eric Ries et qui a fortement influencé la manière dont on peut entreprendre. Et donc, on voit qu'on est sorti du cadre juste du développement informatique pour aller vers, de manière plus large, au lieu de construire un produit, au lieu de construire un programme informatique, on construit une entreprise. Alors, bien sûr, ça va s'appliquer à des sociétés qui sont plutôt basées sur des produits ou des services liés à la technologie. Alors, cette idée d'itérer plus souvent, de réduire la taille des cycles, elle s'applique à l'entreprise dans le sens où une des grosses questions qu'on va se poser, c'est est-ce que le business model que j'ai est viable? Ce business plan que j'ai fait pour convaincre mes associés ou mes premiers investisseurs, il faut le réaliser. Et donc, se pose la question, est-ce qu'il est viable? Comment je fais pour le vérifier et mieux que ça, comment est-ce que je le fais évoluer? Parce qu'on sait tous que l'idée initiale va évoluer avec le temps. Donc, il faut réussir à faire cette évolution de manière efficace. Donc, l'idée de l'auteur, en fait, c'est de se baser sur l'expérimentation, pilotée par des hypothèses. Donc, c'est de faire, on va détailler un petit peu, c'est de faire des hypothèses et des expériences qui permettent de les valider, de livrer de manière très itérative le produit qui sous-tend la startup que j'essaye de créer et bien sûr, suite à ces livraisons, d'apprendre et d'itérer. Alors, le but principal, un petit peu comme le projet informatique dont je vous ai parlé au début, c'est d'éviter un investissement initial important et donc, ce qui est essentiel pour l'entrepreneur, de réduire le risque. Réduire le risque, c'est en gros éviter de dépenser tout mon capital au début sur une idée et puis vérifier à la fin qu'en fait, ce n'est pas ce qu'attend le marché. Donc, l'idée, c'est comment éviter cet écueil et finalement tenir le plus longtemps possible, se donner le plus de chances possible d'affiner pour trouver le product market fit que je cherche. Alors, cette méthodologie, The Lean Startup, elle est très reconnue aujourd'hui. Si vous cherchez 5 minutes sur Google, vous trouverez plein de références. Elle a été utilisée par de nombreuses entreprises assez connues. Je vous illustrerai ça avec quelques exemples un petit peu plus loin. Et elle est aujourd'hui enseignée dans pas mal d'universités, dont Harvard, Berkeley, par exemple. Alors, je vais glisser quelques citations extraites que j'aime bien, extraites de ce livre dans les transparents. Donc, la première, c'est qu'une startup, c'est une organisation humaine qui a été conçue pour créer un nouveau produit, un nouveau service dans des conditions d'incertitude extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. On veut créer quelque chose de nouveau. On a une organisation pour ça. C'est la startup que l'on a créée. Et la difficulté, c'est que les conditions sont telles qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On peut avoir des convictions, on a généralement une vision, une idée, des convictions, mais finalement des certitudes assez peu. Et tout l'objet de cette méthodologie, ça va être de lever ces incertitudes une par une et en commençant de préférence par les plus risquées, celles qui nous mettent le plus à risque, là où j'ai le plus de doutes. Et donc, lever ces incertitudes, il va falloir le faire le plus vite possible. Alors, c'est schématisé un petit peu par ce diagramme à gauche, où finalement, si on commence en haut, on part d'une idée, d'une intuition peut-être, ou
Oui, une intuition ou quelque chose une idée qu'on a eue en parlant avec des clients potentiels. On va construire quelque chose à partir de cette idée. Généralement, ça va produire du code. Voilà. Ce code, on va s'en servir pour tester l'idée. Tester, ça veut dire mesurer. Ça veut dire avoir des data points, des choses, des chiffres qu'on va comparer à un objectif qu'on s'est donné et qui vont nous permettre de dire si cette idée, elle est bonne ou pas. En mesurant, on va collectionner donc des données. Alors, on verra des illustrations de ce que ça peut être. On va détailler ensuite un petit peu chacune de ces étapes. Et ces données, elles vont nous permettre de tirer des enseignements. Ces enseignements vont nous permettre de commencer une nouvelle boucle, de se dire, bon, cette idée, finalement, j'ai validé cette idée, comment est-ce que je pousse plus loin? Est-ce que j'investis un peu plus? Est-ce que j'essaye une autre feature qui se construit au-dessus? Ou bien cette idée, elle n'a pas fonctionné, est-ce que j'essaye une autre variante? Ou est-ce que je l'abandonne complètement? Est-ce que je pivote et je l'abandonne complètement? Alors, pour tester ces hypothèses, il y a un terme qu'on rencontre très souvent dans la méthode Lean Startup, c'est le Minimum Viable Product, le fameux MVP. En fait, cette idée, c'est de dire que l'on va construire l'élément de produit le plus simple possible. Alors, il peut être malgré tout assez complexe dans certains cas, mais néanmoins, on va viser l'élément qui suffit pour valider une idée. C'est-à-dire que je ne rajoute pas des tonnes d'options dessus, etc., si elles ne me servent pas à valider l'idée initiale que je veux valider. Pour que ça fonctionne bien, cette boucle que l'entrepreneur va répéter, eh ben, il faut qu'on arrive à l'exécuter vite, parce qu'on ne peut pas perdre trop de temps. On ne peut pas mettre 3 mois à valider sa première idée ou la première hypothèse importante de sa société. En tout cas, il faut essayer d'aller le plus vite possible. Et donc, il va y avoir tout un travail à faire, et c'est aussi ce que décrit cette méthode, et c'est là que CTO va pouvoir aider, c'est comment je fais pour dérouler cette boucle N fois le plus vite possible. Autant quand on crée une entreprise, généralement, on ne crée pas une entreprise simplement sur une optimisation minime d'un process qui existe déjà quelque part. Il y a des business models basés sur l'optimisation d'un process existant, mais généralement, on introduit une rupture. Quand on crée quelque chose de nouveau, on introduit une rupture. Donc, ce que crée l'entreprise et qui peut faire son succès, c'est une idée qui crée une rupture. Autant la mise en place de l'entreprise qui crée cette rupture se fait par ce process et lui, il va falloir l'optimiser. Et ça tombe bien parce que les CTO, les ingénieurs, il y a une chose qu'ils aiment bien faire, c'est optimiser. Ce n'est pas forcément toujours ceux qui vont avoir la vision du produit de rupture qu'on va lancer sur le marché. En revanche, optimiser, normalement, ils savent faire. Et donc, ils vont pouvoir contribuer à ce process. Alors, je vous avais dit que je vous citerais quelques exemples d'entreprises. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais ils sont assez connus. Hein. C'est souvent ceux dont on parle quand on parle du Lean. Si on prend l'exemple de Dropbox, je pense que vous connaissez cet outil qui vous permet de synchroniser facilement des fichiers entre vos appareils. Ça vous paraît peut-être aujourd'hui complètement naturel qu'un fichier soit synchronisé entre vos deux ordinateurs, votre ordinateur au bureau et votre ordinateur à la maison, ou votre téléphone et votre ordinateur. En fait, les ingénieurs, au début, c'était des ingénieurs qui ont eu cette idée, l'idée de ce produit. Ils avaient une difficulté, c'était de se dire, mais en fait, si je demande, ça n'existait pas en fait. Hein. Ça n'existait pas de manière simple et claire. Et ils se sont dit, bon, ok, si je veux construire ce produit pour voir si ça se vend, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de faire Dropbox. Ça va me coûter cher. Je vais mettre des mois à le développer. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si j'essaye de demander aux clients ce qu'ils veulent, comme j'ai fait quelque chose d'assez nouveau quand même, et surtout la manière dont j'envisage de le faire, il y avait déjà des outils de synchronisation avant, mais ils étaient complexes à utiliser. Si j'envisage si j'essaie de leur demander comment ils l'envisagent, ils ne seront pas capables de l'imaginer. Et donc, je ne vais pas obtenir forcément des réponses qui me diront comment faire un produit qui aura du succès. Donc, leur idée, ça a été de dire, en fait, ils ont fait une vidéo qui présentait ce que pourrait être le produit. Ils ont fait un faux, en fait. Avec une vidéo, c'est facile. Ils ont fait un faux, ils l'ont mis en ligne et ils ont dit, voilà, inscrivez-vous si ça vous intéresse et si vous voulez avoir accès à ce produit.
Donc, ça ne leur a pas coûté très cher hein, de faire cette vidéo. Ils ont communiqué dessus. Et puis, ils ont eu un nombre faramineux pour l'époque d'inscriptions. Je crois que c'était 70 000 en une journée, quelque chose comme ça, qui leur ont dit, OK, voilà, la façon dont on a imaginé le produit, dont on a fait cette fausse vidéo qui présente, qui montre comment ça fonctionne, comme si le produit existait, bah, ça a l'air de drôlement plaire aux gens. Donc ça, c'était une expérience. Probablement que, si on veut le rationaliser a posteriori, la métrique, c'était combien de personnes vont nous laisser leur adresse email pour avoir accès à ce produit. Donc voilà, une expérience rapide, pas chère, sans investissement initial important, qui permet de valider une première idée. Autre exemple, Zappos. Donc Zappos, les chaussures en ligne. Donc le fondateur de Zappos, au lieu de commencer par coder un site e-commerce, donc à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué que de prendre un WordPress ou un WooCommerce ou un produit similaire. En fait, et puis surtout, ce qui était très compliqué si vous voulez vendre des chaussures en ligne, c'est qu'il faut avoir un entrepôt avec toutes les tailles et tout pour les stocker, pour pouvoir les livrer rapidement. Si les gens, ça ne les intéresse pas. Donc, ça nécessite, voilà, s'il vous faut des entrepôts, un stock, tout de suite de l'investissement, c'est compliqué. Et si on n'est pas sûr que c'est une bonne idée, ça ne vaut pas le coup de le faire. Donc, l'expérience qu'il a faite, souvent on parle de fake it until you make it, c'est qu'il est allé dans le magasin de chaussures d'à côté, il a pris en photo les chaussures qui étaient dans la vitrine, il les a mis sur une page web, et il a dit, cliquez là si vous voulez acheter ces chaussures. Voilà, donc il n'y avait pas de stock, il n'avait rien du tout. Il y avait un pseudo site e-commerce hyper simple. Et puis, chaque fois que quelqu'un cliquait dessus et disait qu'il voulait une chaussure, il sortait de son bureau, il allait dans le magasin d'à côté acheter la chaussure, il la mettait dans une boîte et puis il allait la déposer à la poste pour l'envoyer. Alors évidemment, ça ne scale pas, hein. On ne peut pas faire ça. Et c'est sûr que ça ne lui rapportait pas de l'argent en faisant ça. Il perdait probablement de l'argent à chaque paire de chaussures qu'il vendait en ligne. Néanmoins, ça lui a permis de mesurer est-ce qu'il y avait un intérêt pour ce business avant d'investir plus dedans. Dernier exemple, vous voyez le premier modèle d'iPhone qui est à droite. Alors vous allez me dire, ouais, c'est drôlement évolué comme MVP, un iPhone 1. Effectivement, ce téléphone, quand il est sorti, il était révolutionnaire sur pas mal de dimensions. Néanmoins, il y avait des fonctionnalités de base pour l'époque qui n'y étaient pas, comme le copier-coller, par exemple, comme la possibilité d'envoyer un MMS, comme la possibilité à l'époque d'accéder au réseau 3G, qui étaient des fonctionnalités qui étaient quand même déjà très répandues sur un certain nombre de téléphones. Et pourtant, avant d'aller plus loin et d'investir encore plus, parce que j'imagine qu'Apple avait déjà pas mal investi pour sortir ce téléphone, ils ont fait le choix de valider finalement ces autres fonctionnalités qu'on apporte avec l'iPhone, qui sont nouvelles, est-ce qu'elles suffisent à faire de ce modèle un succès? Ensuite, bien sûr, la concurrence arrivera, donc on rajoutera tout ce qui nous manque, mais qui n'était pas déterminant finalement. Ce qu'a choisi de faire Apple, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est de faire une expérience où tout ce qui n'était pas déterminant pour ce que l'on souhaitait valider, on ne le faisait pas. On ne le faisait pas dessus. On ne le faisait pas dans ce modèle parce que ce n'était pas ça qu'on cherchait. On ne cherchait pas à valider. Est-ce que c'est important d'avoir la 3G sur mon téléphone? Ouais, on savait que c'était important, mais ce n'était pas ça qu'on voulait vérifier. C'est est-ce que les gens, probablement, souhaitaient avoir une interface touch et arriver à son service? Est-ce qu'à cause de ça, ils allaient acheter plus ce téléphone qu'une autre marque de téléphone? Alors, si je reviens sur mon cycle, donc build, measure, learn, des idées, du code et de la donnée, on va un petit peu tourner autour de ce cycle ensemble, faire une boucle. Le premier point, c'est le build. À partir de l'idée, on doit créer quelque chose. Donc, la petite citation, c'est que construire une startup, en fait, ce n'est pas vraiment un produit ou un service, ce sont des expérimentations. En fait, on fait des expérimentations et ce qu'on cherche à apprendre, c'est comment construire un business pérenne. Et c'est ça le résultat de ces expériences. Et finalement, la startup, on peut vraiment résumer ça comme étant une usine à expérience.
Donc, sur cette phase de build, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est construire ce fameux MVP, c'est-à-dire ce morceau de logiciel, ce morceau de service euh, qui est restreint finalement aux seuls éléments qui nous permettent de valider l'hypothèse que l'on veut valider et le développer le plus vite possible. Alors, la chance qu'on a, qui n'y avait certainement pas en 2001 et beaucoup moins en 2008, mais c'est qu'aujourd'hui, on a une somme de technologies et d'outils qui nous aident à faire ça très, très vite. Le premier, c'est le cloud. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir sa propre infrastructure pour déployer un service. C'est extrêmement facile de mettre ça en ligne. Et non seulement on a des hébergements en ligne avec le cloud, mais souvent on a une grande partie des services qui sont déjà implémentés et qui sont disponibles et que l'on peut réutiliser. C'est le développement du SaaS, de tous les outils en SaaS que l'on peut utiliser. Vous utilisez peut-être des outils, je ne sais pas, si vous voulez faire votre gestion de tâches, peut-être comme Trello, par exemple, ou d'autres outils équivalents. Vous utilisez Dropbox ou d'autres outils équivalents pour partager vos fichiers avec vos collègues. Et bien, tous ces outils, en fait, il y en a qui sont plus techniques et qui apportent des fonctionnalités plus bas niveau qu'on peut réutiliser aussi et qui nous permettent très facilement d'implémenter un MVP. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les outils no-code qui permettent même, sans écrire de code, de construire des interfaces graphiques et de déployer un site simplifié. Donc, tous ces outils, en fait, on va pouvoir les utiliser pour faire des tests et de construire quelque chose le plus vite possible. D'un point de vue plus technique, il y a des briques aussi qu'on va avoir mises en place, ou que le CTO va mettre en place pour permettre de faire ces constructions rapides et surtout d'un niveau de qualité suffisant, parce que même si on développe une fonctionnalité simple, pour que le test que l'on fait avec soit valide, il faut qu'elle fonctionne. Il faut qu'on soit quand même assez confiant dans le niveau de qualité, qu'elle ne soit pas trop buggée. Donc, on va avoir des tests automatisés, ce qu'on appelle de l'intégration continue. On va utiliser partout où on peut l'éviter, le faire des composants externes. Par exemple, si vous voulez tester, je ne sais pas, créer un compte utilisateur, vous voulez rajouter une fonctionnalité de compte utilisateur sur votre application, il est probable que vous n'allez pas développer vous-même cette fonctionnalité. Votre site va aller chercher finalement qu'est-ce que je peux trouver comme solution externe, soit open source, soit même payante, mais en généralement pas très cher au début parce qu'on a peu d'utilisateurs, qui me permet d'intégrer une gestion de compte avec le login social avec Facebook et Google, et si je veux Twitter, pourquoi pas, ou LinkedIn. Si je dois développer ça moi-même, ça va me prendre un certain temps. Maintenant, je peux peut-être accepter de dépenser 20$ par mois pendant les 2 mois que dure l'expérience pour utiliser un framework qui fait ça pour moi et me contenter de l'intégrer dans mon application. Bien sûr, si ça marche, bonne nouvelle, peut-être que je réfléchirai à le réintégrer chez moi pour des raisons de coût, etc. Mais au début, allons vite et acceptons d'utiliser des choses qui viennent de l'extérieur. Et donc, un des challenges pour le CTO là-dessus, ça va être, et ça ne va pas être toujours facile, ça va être de construire vite ce que j'appelle du jetable, c'est-à-dire finalement construire ce qui me permet ou ce qui permet à mon business de faire l'expérience, mais en même temps, toujours garder en tête que ça risque de durer. Si ce qu'on espère, c'est qu'on valide une hypothèse et que finalement cette feature, c'était une très bonne idée, peut-être que derrière, il va falloir que je réfléchisse sérieusement à comment l'implémenter. Alors peut-être que mon site, mon module pour prendre des commandes que j'ai implémenté à la va-vite, où en fait c'est un formulaire avec un framework de formulaire que j'ai trouvé sur le web qui m'envoie les commandes dans un Google Spreadsheet parce que j'ai voulu économiser le temps de mettre en place une base de données. C'est très bien, mais à partir de 1000 commandes, ça ne va plus très bien marcher. Donc, il faut avoir ça en tête. Et donc, le CTO va devoir à la fois être capable de construire vite, accepter de construire du, entre guillemets, quick and dirty, et en même temps avoir cette vision de toujours se dire, OK, si ça doit durer, si ça doit scaler, je sais comment je devrais faire à ce moment-là. Donc, voilà comment on va aborder cette phase de construction des expériences. La deuxième phase, c'est la mesure. Et Eric Reyes pose une question qui est pourquoi est-ce que je construirais une nouvelle fonctionnalité
Finalement, alors lui va assez loin en disant si elle ne fait pas partie d'un A/B test. Donc, et puis en plus, si je n'ai pas une hypothèse claire, comment est-ce que je peux savoir si cette histoire que j'essaye d'expérimenter, cette feature, elle peut être validée? Alors très rapidement, je reviens sur ce qu'est un A/B test, au cas où tout le monde ne le sache pas. Qu'est-ce que c'est qu'un A/B test? C'est se dire finalement, si je veux changer la façon dont je présente une fonctionnalité sur mon site web. Par exemple, on veut l'exemple un peu bébête qu'on prend à chaque fois, je veux changer la couleur du bouton acheter. Je pense que s'il est vert, les gens vont plus cliquer dessus plutôt que s'il est bleu. OK, j'ai cette conviction, comment est-ce que je peux en être sûr? Donc, on peut se dire, bah, je vais changer la couleur du bouton et puis je vais regarder si j'ai plus de personnes qui cliquent dessus que la semaine dernière, quand j'étais en bleu. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas très bien parce que, en fait, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que le marketing, pendant ce temps-là, il a fait des changements dans ses campagnes et ce n'est plus les mêmes utilisateurs qui viennent sur mon site. Donc, ils ont des taux de conversion différents et donc, je ne peux pas vraiment… Finalement, mon taux de conversion, il a évolué à la hausse ou à la baisse, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé la couleur de mon bouton ou si c'est parce que je ne sais pas, il a plu et je vends des parapluies, donc j'en ai plus vendu. C'est un facteur externe et donc je ne sais pas si c'est à cause de la couleur de mon bouton ou si c'est parce que le marketing a changé ses campagnes d'acquisition client. Voilà, donc l'A/B testing, l'idée de l'A/B testing, c'est assez simple, c'est de dire, bah, en fait, la moitié de mes utilisateurs, je leur présente un bouton bleu, l'autre moitié des utilisateurs, je leur présente un bouton vert. Et je regarde sur chacune de ces deux populations d'utilisateurs lequel a un taux de conversion le plus élevé. Donc voilà. Si j'ai 1000 utilisateurs cette semaine, il y en a 500 qui auront vu le bouton bleu, il y en a 500 qui auront vu le bouton vert. Et je regarde à chaque fois sur les 500 combien ont converti. Et ça me donne qu'il y a une différence suffisante. Ça me permet de dire c'est le bouton bleu qui marche mieux ou c'est le bouton vert qui marche mieux. Assez souvent, on se rend compte que c'est ni l'un ni l'autre. Mais bon, au moins, on essaye et des fois, ça marche. On trouve une optimisation à faire comme ça. J'ai pris un exemple un peu simpliste sur la couleur d'un bouton. Évidemment, on va tester des choses un petit peu plus complexes. Donc, en fait, ça, c'est une démarche de mesure qu'on peut avoir et qu'il est bon d'avoir. En fait, quand on a un doute, cette fonctionnalité, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est mieux? Souvent, et quand on se pose la question, est-ce que c'est mieux que ce que j'avais avant? Mais même si on n'a pas cette démarche d'A/B test, on doit toujours quand même, quand on fait une expérience et qu'on la conçoit au début, c'est-à-dire quand on a l'idée, on doit toujours se dire comment je vais mesurer si cette idée elle est bonne. Quelles sont les métriques qui vont me permettre, quel est l'objectif que je me donne? Ça peut être un taux de conversion, ça peut être un taux de clic sur une campagne Facebook, ça peut être un montant moyen, l'évolution du montant moyen du panier d'achat. Par exemple, j'invente un exemple à la volée, mais je rajoute une fonctionnalité sur au moment de l'achat sur mon site B2C, une fonctionnalité de cross-selling. C'est-à-dire que vous avez acheté ça, vous pourriez aussi acheter cet accessoire qui va avec cet objet que vous venez d'acheter. C'est coûteux d'implémenter cette feature, mais je peux en faire une version très simpliste au départ et simplement vérifier est-ce que j'arrive à faire monter taux moyen, la taille de mon panier moyen. C'est une mesure. Voilà, il faut décider en amont et se dire voilà ce que je vais mesurer. Si je l'augmente de 5%, peut-être que ça vaut le coup de développer vraiment cette feature, cette fonctionnalité complètement. Donc voilà, une expérience, elle n'a de sens que si on sait mesurer son succès ou son échec. Donc se poser la question des métriques. Alors techniquement, si on revient à la technologie un petit peu, voilà, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Là aussi, alors vous allez trouver des solutions, pareil, des solutions SaaS que vous pouvez utiliser. Donc, si vous voulez faire de l'A/B testing, bien sûr, vous pouvez réimplémenter vous-même votre framework d'A/B testing. Mais le plus souvent, vous n'en aurez pas besoin. Vous allez en trouver des outils qui vous permettent de faire ça. Après, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on soit capable d'itérer très vite sur l'expérience. Donc, il va y avoir des pratiques de développement et de déploiement. Alors, c'est plus technique, qui vont devoir être mises en place par le CTO. On parle de continuous deployment, par exemple, être capable de livrer des nouvelles versions de manière très, très fréquente, faire évoluer le produit pour s'adapter, d'avoir du monitoring en temps réel, d'être capable de suivre les taux de conversion sur le funnel, ou même de faire des expériences parfois et des mesures
complètement en amont du produit, c'est-à-dire si on, par exemple, on fait comment dire, de la publicité en ligne, comment optimiser ces publicités. D'ailleurs, quand je vous parlais d'expérience, de construire une expérience tout à l'heure sur la phase d'avant, un point que j'ai mentionné, on peut faire une expérience qui est très très simple, qui demande zéro temps aux développeurs, qui est des pubs Facebook avec juste une landing page et regarder ce qui se passe. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire semblant de vendre le produit, c'est-à-dire qu'on peut dire voulez-vous acheter ce produit, et puis quand les gens cliquent dessus et il coûte tant, et bah oui, alors en fait, désolé, il va bientôt être disponible, laissez-nous votre email pour qu'on puisse vous prévenir dès qu'il sera disponible. Mais en attendant, on a mesuré le taux de clic et on peut mesurer une appétence sur un produit ou un service de cette manière. Alors, les challenges du CTO dans cette démarche, d'abord, le premier, pour moi, ça va être de donner accès à la donnée. C'est-à-dire que vous sentez bien que dans cette phase, on mesure, donc il faut générer des données, il faut y donner accès. Et donner accès aux données, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour toutes les personnes concernées dans l'entreprise. Ça va être le marketing qui acquiert du trafic, qui l'envoie sur le site pour générer l'expérience. Ça va être pour le product owner, qui a le chef de produit, qui a construit le funnel de conversion, qui a conçu le funnel de conversion et qui veut vérifier s'il fonctionne ou pas. Ça peut être pour l'équipe commerciale qui a démarché des clients et qui veut mesurer le taux de conversion. Donc, toutes ces données, en fait, il faut savoir évidemment les enregistrer et les restituer. Et je pense que c'est là, on reviendra un petit peu sur les préoccupations que doit avoir le CTO, c'est les restituer de manière facile à utiliser. Voilà. Si votre équipe elle sait utiliser Excel, bah, faites en sorte que ça ressorte dans de l'Excel ou dans du spreadsheet, pas dans une interface web que j'ai construit moi-même et qui est hyper compliquée à utiliser et bien moins ergonomique qu'Excel. Ça n'aidera pas à aller vite. Le CTO, il doit permettre d'ajuster rapidement l'expérience si besoin, donc c'est le fameux déploiement continu dont je vous parlais. Et surtout, il doit être capable d'industrialiser ce processus pour le rendre répétable, parce que la boucle que je vous ai montrée, on va la faire fréquemment. Dernière phase, la phase d'apprentissage. Et là, une petite citation, encore une fois, si on se compare à la compétition, finalement, le seul moyen de gagner, c'est d'apprendre plus vite que les autres startups qui essayent de faire la même chose que nous. C'est apprendre plus vite, itérer plus vite. Donc, apprendre. Donc, l'idée, c'est toujours une fois, avec une hypothèse bien définie, de faire une expérience qui permet de la valider sans ambiguïté. Idéalement, on ne devrait pas discuter 5 heures après l'expérience pour se dire est-ce que ça a marché ou pas, est-ce que j'ai appris ce que je voulais apprendre ou pas. C'est les métriques qui vont nous dire s'il faut persister dans cette idée ou pivoter. Alors, quand je dis l'idée, hein, ce n'est pas l'idée fondatrice de la société, c'est chaque fois des petites idées qui permettent d'avancer vers la vision. Alors, les outils, quand même, pour investiguer un peu plus, hein, ça peut être là, à ce moment-là, d'interviewer des clients pour comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, de faire des analyses avec la méthode des 5 pourquoi, par exemple. Et puis, surtout de se dire, bah, si mon expérience me montre que cette idée n'était pas bonne, eh ben, j'ai appris que cette idée n'était pas bonne. Et l'expérience a été peu coûteuse et la perte de temps et d'argent a été réduite. Alors là, un des challenges du CTO, quand même, bah, c'est de maintenir la motivation de son équipe, quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on entend souvent, c'est que dire ouais, mais c'est pas grave, on a appris des choses, c'est quand même un peu l'excuse utilisée par tous ceux qui ont échoué. Et donc, il peut y avoir cette perception et se dire ouais, mais en fait, c'est sympa, hein, vous nous faites développer des expériences. Moi, je suis développeur dans ton équipe, je développe des expériences, etc. Je passe mon temps à mettre à la poubelle le code que j'ai écrit, mais ce n'est pas grave parce qu'on a appris quelque chose. Bon, ça serait bien qu'un jour, on gagne de l'argent aussi. Donc, je pense que là, le CTO a une communication aussi à faire et une éducation à faire vis-à-vis de son équipe pour que cette méthodologie, on l'a vu, qui est celle de l'entreprise, de la startup, qui n'est pas celle uniquement du département technologique, elle soit comprise et partagée. Alors, avant d'aller plus loin, on va poser un petit sondage, une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette approche donc, que j'ai essayé de résumer assez vite, elle vous semble applicable dans votre startup? Donc,
J'ouvre le vote. Et encore une fois, n'hésitez pas à être nombreux à répondre. Ne soyez pas timide. Le premier vote arrive. Laisse le temps à tout le monde de répondre. Donc Emmanuel, nous avons une très large majorité de oui. 89% des participants ont répondu oui et 11% ont répondu non. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Je m'en réjouis en fait parce que c'est effectivement une approche qui aujourd'hui, alors certes, dans certains cas, ça peut être assez challenging de réussir à l'appliquer. Enfin, ça demande une vraie discipline et certains cas, effectivement, dans certains cas, ça peut être très difficile, mais c'est aujourd'hui une approche qui est très reconnue, qui, je pense, est très saine quand on parvient à l'appliquer et très rassurante en fait pour les personnes qui vont examiner votre entreprise et la démarche que vous pouvez suivre pour la construire, ne serait-ce que dans la gestion du capital de votre entreprise. Alors, ce qui est intéressant pour avancer et revenir un petit peu plus finalement au rôle du CTO, c'est de savoir qu'Eric Reyes, en fait, c'était un CTO. Donc, cette méthode qui aujourd'hui dépasse largement le cadre de la technologie, en fait, il l'a conçue sur la base de sa propre expérience de CTO dans une entreprise qu'il avait cofondée. Et il s'est posé cette question que je pense que tout CTO, à un moment, doit être amené à se poser, parce qu'à l'école, on nous apprend souvent, ou dans nos premières années d'expérience, on commence souvent comme développeur quand on est CTO, et on dit, bah, moi, on m'a dit que mon job, en tant que développeur informatique, c'était de livrer en temps et en heure des produits et des fonctionnalités, et en plus, de bonne qualité. Voilà, c'est mon objectif et mon seul objectif. Et en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'objectif, il est peut-être un peu différent, en fait. Et pourquoi? Parce que si la plupart de ces fonctionnalités, en fait, c'était une perte de temps parce que ceux qui les ont conçues ou qui m'ont demandé de les implémenter, ils se trompaient sur ce que voulaient les clients, finalement, moi, en tant que CTO, qu'est-ce que je vais faire à la place? Qu'est-ce que je peux faire? Et quel est mon rôle? Si je suis plus juste là pour exécuter et délivrer un projet tech bien spécifié, comment est-ce que je peux apporter de la valeur dans l'entreprise dans laquelle je travaille? Je suis CTO, il y a un C dans mon titre. Ça veut dire que j'ai une responsabilité assez importante dans l'entreprise. Et évidemment, comme j'allais dire tout acteur, mais encore plus un chief quelque chose dans l'entreprise, il doit réfléchir à comment contribuer à la création de valeur, comment augmenter la valeur de l'entreprise. Et alors, il y a plein de manières de le faire, mais je vais l'aborder sous deux angles. Le premier, c'est en soutenant le développement de l'entreprise. Et donc là, on va se rapprocher finalement de cette recherche du business model, du product market fit, et puis ensuite de la croissance. D'une part, donc ça, c'est une dimension un petit peu évolutive. Et puis, il y a une dimension un petit peu plus asset, qui est finalement, c'est aussi progressivement de construire un asset, quelque chose qui est valorisable dans l'entreprise. Donc, d'une part, je fais avancer l'entreprise, mais ce faisant, de manière un peu opportuniste, je construis des assets qui permettent d'augmenter la valeur de mon entreprise. Alors, dans un premier temps, sur la partie développement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette méthode dont je vous ai parlé, le Lean, pour que ça fonctionne bien avec le CTO, il faut que le CTO ait une implication dans l'entreprise qui soit très transverse. Vous allez me dire, comme toutes les personnes, comme le CFO, comme le CMO, comme le CEO, évidemment, on ne peut pas s'intéresser uniquement à son vertical. Il faut une application transverse, mais c'est particulièrement vrai pour le CTO. Parce que pour participer à cette démarche de recherche du product market fit,
il va devoir évidemment très bien comprendre quelle est la vision, qu'est-ce qu'on construit, quel est le projet de l'entreprise. Il ne peut pas se contenter, encore une fois, d'une spécification, voilà ce qu'il faut implémenter. Ça ne marchera pas, parce qu'en fait, ce qu'on lui demandera d'implémenter, ça ne sera pas la bonne chose, une fois sur deux. Donc, il doit comprendre cette vision, il doit comprendre quels sont les aspects qu'il faut valider dans cette vision et comment le faire. Il va travailler en général, alors peut-être pas au début quand on est une petite équipe, mais assez vite avec un product owner qui va l'aider à faire le lien avec les autres interlocuteurs dans l'entreprise. Et il va devoir développer une forme d'intuition pour s'approprier le projet. Alors parfois, il y a le cas un peu idéal où le CTO, c'est un des cofondateurs. Et il a rejoint ce projet pas seulement pour s'amuser à développer quelque chose from scratch parce que c'est plus rigolo que de faire la même instance sur un projet qui existe depuis des années, mais aussi parce qu'il croit au projet dans lequel il entre et ça a un sens pour lui. Et donc, il va développer, travailler, y compris sur la conception du business model et développer cette compréhension du projet. Mais pour un CTO qui rejoint plus tard l'entreprise, c'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un parfois de plus expérimenté et ça fait partie de son métier d'avoir un intérêt fort pour la vision, le projet, au-delà des simples challenges techniques. J'allais dire simples, ils sont jamais simples, mais des challenges techniques liés au déploiement de cette vision. Cette implication transverse pour le CTO aussi, elle consiste à comprendre les enjeux des autres fonctions pour plein de raisons. Par exemple, alors, le jour où l'entreprise se développe suffisamment, qu'on a un product owner, voire un chief product owner, évidemment, une des fonctions du CTO, ça va être de livrer le produit. La delivery, ça, on n'y coupe pas, ça fait partie des choses qui doivent être faites. Mais il doit comprendre aussi les besoins du product owner en termes de comment j'analyse la performance du produit que je conçois, donc en termes de tracking, en termes de propositions d'optimisation. Il doit travailler avec le marketing aussi, particulièrement le marketing online. Ça tombe bien, c'est une discipline où certes, il y a une dimension créative, mais c'est aussi une discipline qui est très orientée sur la data. Donc, tout ce qui est marketing online, achat de trafic, AdWords, Facebook, remarketing, que sais-je, optimisation SEO, le CRM aussi, tous les programmes de CRM qu'on peut avoir, ce sont des choses qui sont basées sur l'optimisation. Qui dit optimisation dit automatisation de process, si on veut gagner en efficacité, itérer de plus en plus vite, un reporting efficace, de l'alerting. Et ça, finalement, on retombe très vite dans de la technologie, même si on ne va pas développer nous-mêmes un AdWords ou une régie pour piloter Facebook. Néanmoins, il est probable que notre équipe marketing va avoir des besoins en reporting et ça serait dommage que le CTO ne s'y intéresse pas parce que l'équipe marketing peut trouver ses propres outils pour faire ça. Et bien sûr, ça sera une bonne idée d'utiliser des idées externes. Néanmoins, si le CTO les comprend et est capable de les intégrer, il pourra probablement apporter des données qui ont beaucoup plus de valeur. Et encore plus s'il comprend un peu la stratégie de l'équipe marketing. Avec l'équipe commerciale, bien sûr, support avant-vente, le CTO doit sortir, doit voir les clients, comprendre le dialogue qu'il y a entre les commerciaux et les clients. Ça peut lui permettre d'être force de proposition parce qu'il apporte des idées de ce que la technologie peut apporter, mais aussi d'anticiper les besoins dans cette vision que lui aussi doit avoir pour la technologie. La finance, bien sûr, beaucoup de reporting, les KPI, les réconciliations, pouvoir proposer des analyses, pouvoir proposer des optimisations. Donc, le CTO n'a pas besoin d'être un financier, mais s'intéresser à ce que font les équipes finance qui suivent, en particulier les équipes FinOps, qui suivent, je dirais, les flux liés au fonctionnement du produit. C'est intéressant. Et puis, les opérations, tout ce qui est tracking et optimisation de la productivité, faire des outils quick and dirty qui dépannent, qui permettent d'aller vite. Par exemple, tout à l'heure, je vous citais Groupon qui a en fait Groupon, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet d'avoir des vouchers pour acheter à plusieurs en groupe à moins cher chez certains commerçants. Au début, ils ont fait un blog WordPress.
Je crois qu'il n'y avait même pas de formulaire. C'est envoyer à nous un email si vous êtes intéressé pour acheter 2 pizzas pour le prix d'un. Et s'il y a suffisamment de personnes, on aura un deal avec telle pizzeria. Et au début, après, ils ont fait un pauvre script qui ferait pleurer n'importe quel CTO qui dirait ça ne va jamais marcher plus de 2 jours. Mais ça leur a permis, voilà, de dépanner et d'envoyer 500 emails à la fois dès que ça a grandi un petit peu, avant d'avoir un vrai outil d'emailing, une vraie base de données, etc. Donc l'outil Quick and Dirty, il ne faut pas en avoir peur quand on est le CTO. Au contraire, il faut le proposer parce que les gains de productivité permettent à l'entreprise d'avancer plus vite. Donc ce souci d'optimisation, il doit être permanent. Ça tombe bien, les ingénieurs, ils aiment bien ça. Donc d'une part via des pratiques et d'autre part via des outils. Donc via des pratiques, alors la communication, c'est hyper important. Très vite, quand on commence à avoir beaucoup d'interlocuteurs pour décider à quoi va ressembler le produit ou telle feature, chacun amène son propre vocabulaire. Par exemple, dans un site e-commerce, la petite étiquette qu'on met sur les produits pour les faire ressortir, il y en a qui vont appeler ça une étiquette, il y en a qui vont appeler ça une tagline, il y en a qui vont appeler ça un label, il y en a qui vont appeler ça un tag. Et très, très vite, en fait, la communication se complexifie et on perd du temps. Et voire il y a des malentendus. Et comme on a dit que pour aller vite, on n'allait pas écrire des specs, des spécifications hyper détaillées avec des définitions, etc., si on n'utilise pas un vocabulaire commun, voire des modèles communs pour représenter les choses, qu'est-ce que c'est qu'une commande, qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'une item dans une commande, on va vite mal se comprendre. Et le CTO, assez souvent, est une bonne personne pour poser les concepts. Et une fois qu'on a ces concepts, partager le vocabulaire, essayer d'établir un vocabulaire commun sur les différents interlocuteurs. Alors, il sera généralement aidé en cela par le product owner quand il a la chance d'avoir un product owner pour l'aider. Dans les pratiques, c'est ce qu'on appelle la livraison continue. Donc ça, c'est une pratique depuis quelques années qui est de plus en plus répandue. L'idée, c'est quand on développe des fonctionnalités, de toujours se challenger et se dire, j'ai mes développeurs qui écrivent du code. Une fois que ce code est terminé, au bout de combien de temps est-ce qu'il est déployé en production? Alors, dans une entreprise à l'ancienne, c'est dans la release qui a lieu le dernier jour du mois. Ou un peu moins ancienne, c'est dans la release qu'on fait, je ne sais pas, tous les mercredis, par exemple. Un peu plus moderne maintenant, c'est dans la release qu'on fait chaque jour. Et puis, vous avez des entreprises, et de plus en plus aujourd'hui, c'est dès que le développeur a fini, en fait, il appuie sur un bouton et ça y est, c'est en production. Les utilisateurs en bénéficient. Ce que je veux illustrer par là, c'est que créer du stock de code qui n'est pas utilisé, le code, c'est du stock. Et comme n'importe quel stock, ça se déprécie. Le code, tant qu'il n'est pas utilisé, il a coûté de l'argent pour le produire et il perd de la valeur tant qu'on ne l'utilise pas parce qu'il vieillit et peut-être qu'au moment où on voudra l'utiliser, en fait, ce n'est plus la bonne idée. Donc, le CTO doit toujours avoir ce souci de délivrer la valeur le plus vite possible en y mettant en production le plus rapidement possible le code qui est produit. Et c'est ce qu'on appelle la livraison continue. Il y a plein d'outils et de méthodes qui aident à faire ça et c'est de plus en plus facile avec les technologies aujourd'hui. Prendre des raccourcis, ce que j'appelle prendre des raccourcis, c'est accepter de sacrifier parfois ce que le CTO appellerait de la qualité ou une belle conception, une bonne conception, simplement pour aller plus vite, pour être pragmatique et encore une fois repousser l'investissement d'utiliser le bon framework ou la façon propre de faire les choses, garder ça pour quand l'idée est vraiment validée et que ça vaut le coup de le faire. Et puis tout mesurer. Un exemple, bien sûr, c'est mesurer ce qu'on veut mesurer dans les expériences dont j'ai parlé, mais moi, en tant que CTO, ce que j'ai envie de faire aussi, et mon product owner aussi, c'est quand j'ai développé ma solution qui tourne et qui a plein de fonctionnalités, j'ai drôlement envie de mesurer finalement quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement utilisées dans mon logiciel. Parce que si ça se trouve, il y en a qui ont été inventées il y a 1 an et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui les utilise. Elles sont là et ça n'intéresse personne de réfléchir pour se dire est-ce qu'il faut les enlever. Pourtant, moi, en tant que CTO, si elles ne sont pas utilisées, j'ai vraiment envie qu'on les enlève parce que moins j'ai de code dans mon application, moins j'ai de bugs, moins j'ai de soucis, plus mes développeurs sont efficaces pour la faire évoluer. Donc, toujours mesurer pour pouvoir challenger. Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever cette fonctionnalité maintenant, finalement? Ensuite, les outils. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, essayez toujours
de ne développer que ce qui est cœur de métier, surtout au début. Tout ce qui n'est pas cœur de métier, j'allais dire, ne le développez pas vous-même parce que c'est un investissement. Évitez de l'acheter parce que c'est un investissement. Louez-le. Louez-le. Et c'est d'autant plus facile aujourd'hui avec toutes les solutions SaaS qui existent. Je citais l'exemple, vous avez besoin d'une gestion de compte, utilisez une solution, alors je ne leur fais pas de pub, hein, mais je les ai en tête, comme OOS ou os0.com, pardon, qui vous permet extrêmement simplement d'intégrer le login Facebook, LinkedIn, etc. et d'avoir une gestion de compte dans votre application. Ou bien, si vous voulez envoyer des emails, évidemment, utiliser une solution, je ne sais pas, comme SendGrid ou que sais-je. Si vous voulez servir de manière optimisée des images sur votre site parce que vous avez un catalogue produit, refaites pas vous-même un système de gestion d'images. Utilisez des services qui vous permettent de faire ça. Ça va vous coûter 10 euros ou 10 dollars par mois au début. Vous aurez économisé, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois de travail d'un développeur. Et voilà. Souvent, vos utilisateurs internes, par exemple, vont eux-mêmes pousser des outils de gestion de formulaire ou ce genre de choses. Il ne faut pas le repousser. Le CTO ne doit pas avoir une fierté mal placée qui serait non, je n'utilise pas les outils que toi, marketing, tu as choisis. Au contraire, je regarde, tu l'as choisi parce que c'est ce qui est le plus efficace pour toi. OK, comment je peux l'intégrer? Est-ce que j'en connais d'autres qu'on peut peut-être comparer, mais comment est-ce que je peux l'intégrer? Et donc, on fait beaucoup d'assemblage de briques externes. Des outils internes, voilà ce que je disais, concentrons-nous. Ce que doit développer l'équipe technique, c'est ce qui est core business, mon cœur de métier, ce que je ne peux pas trouver ailleurs, et puis aussi ce qui correspond à des besoins spécifiques dans mes process internes. Emmanuel, désolé de te couper, il nous reste, c'est uniquement pour information, 18 minutes. Très bien, je te remercie. Alors là, je viens de parler un petit peu de la manière dont le CTO pouvait créer de la valeur, je dirais, en faisant avancer la société dans la découverte de son product market fit, de l'évolution des fonctionnalités qu'on ajoute aux produits ou aux services. Après, progressivement, on va créer des assets. Parce qu'en faisant tout ça, il y a des choses qu'on garde à chaque fois, qu'on réutilise. Et je vous parlais d'usine à expérience tout à l'heure. Cette usine, on la construit progressivement avec le temps. Et on construit des assets. Alors, ça va être la première partie, ce que j'ai mis à gauche, c'est les outils et les pratiques. C'est comment, dans mon équipe, j'implémente les méthodes agiles. Il y a 15 façons de le faire, mais il va y avoir une façon de le faire qu'on va faire évoluer progressivement, avec laquelle le CTO et son équipe vont se sentir à l'aise et qui va être efficace. Ça va être le DevOps. Alors, le DevOps, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée de dire que finalement, mes développeurs qui construisent des fonctionnalités, ils sont aussi responsables de la manière dont ces fonctionnalités fonctionnent en production. Ils corrigent eux-mêmes leurs bugs. Ils déploient eux-mêmes leurs produits. Et donc, c'est cet ownership que peut avoir l'équipe technique par rapport au fonctionnement en production. Il n'y a pas une équipe un peu plus loin qui gère tout ça, qui fait les mises en production, les mises à jour des systèmes, etc. Non, c'est la même équipe qui fait tout. Le build versus buy, donc j'en ai parlé, hein, construire ou bien trouver un produit externe qui permet de le faire. Et puis le support, les pratiques de support, c'est-à-dire que c'est l'équipe de développement, en tout cas dans un premier temps, qui supporte les utilisateurs, internes évidemment, externes dans certains cas. Au niveau du produit, on construit progressivement un produit. Donc, effectivement, il y a des acquis de fonctionnalités qu'on va développer et qui existent et qui ont une valeur. Quand ils ont été validés, qu'on a des utilisateurs qui les utilisent, qui rapportent de l'argent, ce code qui a été produit, il a une certaine valeur et ça, on l'a construit progressivement. Le produit doit être maintenable, il doit être évolutif et il doit être scalable. Donc, ça, c'est la qualité. C'est la notion de qualité, de génie logiciel que doit apporter le CTO dans les pratiques de développement qu'il va imposer dans son équipe. Et puis, dernier point, c'est la dette technique, parce que c'est un terme dont votre CTO va certainement vous parler à un moment, et qu'il est important de comprendre la notion qui est derrière. Et surtout, votre CTO, il doit comprendre cette notion. Et je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. Je vous ai dit, souvent, en fait, on va faire des choix de faire du quick and dirty. C'est d'implémenter une fonctionnalité d'une manière qui n'est pas forcément scalable, pas forcément évolutive, pas forcément maintenable, voire qui ne délivre pas toutes les fonctionnalités nécessaires, mais on le fait parce que ça va permettre d'aller vite et de valider quelque chose. Chaque fois qu'on fait ça, on crée de la dette. C'est-à-dire que cette fonctionnalité, si elle survit,
elle va coûter plus cher à maintenir que si on l'avait bien développée. Et c'est un choix que l'on fait en connaissance de cause. Surtout dans une entreprise qui est en phase d'hypercroissance, où là, il faut aller vite. Ce qui est important, c'est d'avancer. Et donc, on va faire ces compromis. Mais on crée ce qu'on appelle de la dette technique. Et il est important d'en être conscient, de la gérer et que le CTO sache communiquer dessus. Parce qu'il y a des moments, il faut la payer, cette dette. Si on ne la paye jamais, c'est-à-dire si on ne remet pas les choses au propre, on s'étouffe. C'est-à-dire qu'un peu comme un pays peut s'étouffer s'il paye trop les intérêts de sa dette, une équipe technique peut s'étouffer et peut ne plus réussir à développer des nouvelles fonctionnalités parce qu'elle passe trop de temps à payer cette dette, c'est-à-dire chaque nouvelle fonctionnalité devient de plus en plus dure à implémenter parce qu'elle est sur des fondations mal conçues ou parce qu'on passe trop de temps à corriger des bugs qui apparaissent sans arrêt. Donc, ce concept est très important et doit être compris, géré et communiqué par le CTO. Voilà. Mais ces trois objets, en fait, ou surtout les deux premiers de gauche, ne sont pas des buts en soi. Je dirais, ce sont des conséquences de la phase de création dont j'ai parlé avant, du travail de création auquel contribue le CTO dont j'ai parlé avant. Dernier point dans les assets, l'équipe, évidemment. Qu'est-ce qui va faire la valeur, une partie de la valeur de votre entreprise? De manière générale, c'est l'équipe, mais c'est particulièrement vrai au niveau de l'équipe technique, avec deux challenges pour le CTO, le recrutement et la rétention. Le recrutement, vos CTO, il doit avoir un réseau, il doit avoir un savoir-faire, c'est-à-dire recruter les bonnes personnes. Il doit savoir construire une proposition attractive, c'est-à-dire pas se lancer dans la technologie qu'il est le seul à connaître dans tout le pays et il n'arrivera jamais à recruter un développeur qui connaît ou qui a envie d'apprendre cette technologie. Il doit aussi être réaliste sur les profils. Alors, à une époque, c'était la mode de dire on va embaucher des 10x engineers, c'est-à-dire des ingénieurs 10 fois plus rapides que n'importe quel autre ingénieur. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout CTO rêve de faire ça. À partir du moment où ils sont pas, c'est pas des divas, évidemment, on rêve d'embaucher ces profils. Sauf que de manière réaliste, vous n'avez probablement pas les moyens. Et à part Google, Facebook ou quelques entreprises qui sont capables de recruter les profils les plus exceptionnels, il faut savoir être réaliste. Et donc, choisir les bonnes personnes, savoir les intégrer, et ensuite, pour qu'elles restent, savoir les aider à se développer d'un point de vue personnel. Donc, ça passe par, il faut qu'ils aient l'impression d'apprendre des choses quand ils travaillent dans l'équipe. Et ça, c'est le travail du CTO aussi, de savoir faire les compromis. Il doit savoir amener des conditions de travail. Des conditions de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler sur un logiciel sur lequel il est agréable de travailler, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de dette technique, parce que le développeur qui passe 99% de son temps à corriger des bugs et 1% à développer des nouvelles fonctionnalités, il va vite s'enlacer. Et ça, c'est la responsabilité du CTO de gérer ça. Il doit être capable de valoriser le travail de son équipe en interne et en externe. En interne, c'est-à-dire que vis-à-vis des autres fonctions, l'équipe technique n'est pas qu'un centre de coût, évidemment. Et tous les développeurs contribuent à créer la valeur. Et en externe, par exemple, ça peut être communiqué via des blogs, sur les réseaux sociaux, sur les choses qui sont faites dans son équipe, parce que c'est important de mettre en avant le travail de son équipe. Et puis, évidemment, leadership et management, ce qui sont les qualités de tout manager qui veut être suivi dans sa vision technique et dans la vision de l'entreprise qu'il représente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a de la valeur, c'est une équipe technique stable, scalable et alignée avec les objectifs de la startup. Et ça, c'est un vrai actif. Allez, j'allais dire plus que le code, parce que c'est difficile à construire. Le code, tout le monde peut écrire du code. Construire une équipe, c'est beaucoup plus difficile. Conserver une équipe qui progresse, c'est beaucoup plus difficile. Alors maintenant, j'approche de la conclusion. On peut se dire, OK, qui sera mon CTO, mon directeur technique? Je rencontre souvent des startups qui me disent c'est compliqué d'embaucher un CTO. Oui, parce qu'on ne parle pas le même langage, parce qu'il est difficile à trouver. Et je n'ai pas de réponse magique. J'espère qu'avec ce que je vous ai expliqué, ça vous donnera peut-être des idées de questions sur comment vous challenger, comment discuter avec votre futur CTO. Je pense néanmoins que ce qui est intéressant, c'est au moins jusqu'à une certaine taille de favoriser des profils entrepreneurs et des experts techniques par rapport à des managers. Profil entrepreneur parce qu'il va falloir s'aligner sur une vision et que le CTO, il va devoir
la faire sienne, cette vision, et la communiquer à sa future équipe. Et expert technique parce qu'il faut délivrer, parce qu'il faut aller vite, et que si on n'a pas une certaine expertise, on passe beaucoup de temps à tâtonner, et ça ne sera pas bon pour la vitesse d'exécution du cycle que je vous ai montré. Donc, toujours viser ça. Une première expérience d'encadrement technique, par exemple, ce qu'on appelle des tech leads, c'est quelque chose qui est bien aussi, parce qu'il va falloir être capable de construire cette équipe et d'initier cette équipe, surtout au début, évidemment. Idéalement avec une expérience fonctionnelle proche de ce que l'on cherche à faire. C'est toujours mieux, la communication sera plus facile, mais ce n'est pas toujours possible. La communication est essentielle, pouvoir exprimer une vision technique et la manière réaliste, surtout réaliste, dont elle peut s'aligner avec la construction du business, beaucoup de pragmatisme. Se méfier du critère du nombre d'années d'expérience. Il vaut mieux regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années. Donc, la qualité de l'expérience, s'interroger finalement, est-ce que ce CTO a déjà travaillé dans une startup? Il peut avoir travaillé pendant 10 ans dans une entreprise de service, mais n'avoir jamais eu de projet vraiment formateur dans cette entreprise. Donc, vraiment ne pas trop se concentrer sur le nombre d'années d'expérience, ce n'est pas un très bon indicateur. Voilà. Et puis, il faut être aussi conscient qu'il se peut que le CTO soit un très bon CTO pour les premières années, les premières phases, la recherche du product market fit, mais ne soit pas le bon CTO pour la suite. Ça arrive. Parfois, le CTO n'évolue pas de la même manière que la startup, et donc c'est pour ça que de nombreuses startups changent de CTO. Je vais conclure parce que je pense que le temps avance vite. Si on veut résumer un petit peu les points que j'ai voulu mettre en avant, donc dans une startup dont le produit et service repose sur une solution technologique, donc le développement du business, c'est un processus qui est expérimental, rigoureux et itératif. C'est la démarche Lean Startup que j'ai présentée très sommairement. Sa mise en œuvre, elle ne peut pas se faire sans la technologie. Il faut un représentant de la fonction technologique que je qualifie de partenaire des autres fonctions. Partenaire du CMO, du CFO, du responsable RH s'il y en a un, du CPO pour la partie produit et évidemment du CEO. Donc, ne pas le percevoir comme un fournisseur. On s'éloigne vraiment de la fonction centre de coût, du centre de coût dont je parlais de manière un peu provocatrice au début. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le job de CTO dans une startup, il est exigeant. Bon, de toute façon, tout le monde a un job exigeant dans une startup, mais celui du CTO l'est particulièrement. Et ce rôle, il dépasse largement le rôle d'expertise technique. Donc, ne cherchez pas juste le super développeur comme CTO dans votre startup, ça ne suffira pas. Ce n'est pas non plus juste le manager d'un centre de coût. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Il doit être moteur pour le développement et consolider un asset valorisable. Sa performance, la performance de votre CEO, elle va être corrélée à son expérience. Voilà, je pense que l'expérience, c'est ce qui permettra d'aller vite quand vous avez besoin d'aller vite. L'alignement avec le business et la capacité de leadership. L'expérience pour aller vite, l'alignement avec le business pour avoir les bonnes intuitions et contribuer sur les bonnes expériences pour trouver le product market fit. Et ensuite, la capacité de leadership pour construire une équipe qui a de la valeur. Évidemment, les bons profils sont rares, c'est comme partout. Hein, trouver un très bon directeur financier, c'est difficile. Trouver un très bon CTO, c'est difficile. Et donc, ne pas perdre à l'esprit que voilà, ces profils, il faut les compenser à la hauteur de la valeur qu'ils contribuent à créer. Sans ça, ça sera encore plus difficile. Pour terminer, un dernier petit sondage, si on a le temps. Pensez-vous aujourd'hui que vos équipes techniques s'approprient la vision de l'entreprise? J'ai essayé de montrer que c'était, à mon sens, quelque chose d'assez important. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que chez vous, c'est le cas? Les votes sont donc ouverts, donc n'hésitez pas à répondre. Je laisse encore un peu de temps afin que les participants puissent répondre. Voilà, Emmanuel, donc nous avons 91% des participants qui ont voté oui
et 9% qui ont voté non. Eh ben, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Si vous êtes CTO et que vous m'écoutez, ben, j'allais dire félicitations. C'est votre rôle, c'est une partie de votre rôle de maintenir cet état, d'aligner vos équipes techniques avec la vision de l'entreprise. Vous êtes la courroie de transmission. Et si vous avez un autre rôle dans l'entreprise, que vous êtes CEO ou que vous avez une autre fonction, eh ben, pensez à bien maintenir ce dialogue avec votre CTO pour qu'il puisse transmettre toujours cette vision à vos équipes pour qu'elles restent motivées et stables et j'allais dire à bord dans votre entreprise. Voilà, il y a peut-être un peu de temps j'espère qu'il reste un petit peu de temps pour des questions-réponses s'il y en a. Oui, nous allons donc ouvrir la session de questions-réponses. Nous avons une première question provenant de Ousmane qui te demande, Emmanuel, peux-tu donner des exemples de plateformes sur lesquelles nous pouvons développer du jetable? Oui, bien sûr. J'allais dire, c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vais donner un exemple très concret dans des startups que je connais bien, où on utilise dans ces startups la suite Google Apps, mais il y a la même chose chez Microsoft. Voilà, je ne fais pas de pub. Nos utilisateurs métiers, par exemple dans les équipes Ops, ils aiment bien travailler avec de l'Excel, donc du Google Spreadsheet. C'est pas aussi propre qu'une base de données. Et derrière, un développement jetable, il y a quelque chose qui s'appelle le Google Apps Script. C'est un langage en JavaScript où on peut rajouter des algorithmes et des choses assez évoluées sur du Google Script. Alors, les plus anciens se souviennent peut-être du VBA, du Visual Basic sur l'Excel. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle des développements rapides. Donc, c'est du code qui est pas très testable automatiquement, compliqué à maintenir. Néanmoins, qui peut analyser automatiquement un spreadsheet, envoyer des emails sur le déclenchement de certains événements, faire quelques calculs que le spreadsheet n'est pas capable de faire. Et donc ça, c'est un exemple de développement rapide, de développement jetable qui fonctionne très, très bien. Ça peut être un deuxième exemple très, très rapide, un script qu'on fait tourner à la main une fois tous les jours sur un serveur pour extraire des données, voilà, et plutôt que mettre une infrastructure de batch schedulé, etc., monitorer, etc. C'est un script qu'on écrit très très vite. Et puis il y a des plateformes, alors j'ai pas de nom en tête là tout de suite malheureusement, mais il y a de plus en plus des plateformes no-code qui vous aident aussi graphiquement à dessiner des interfaces graphiques et à permettre un certain nombre d'interactions dessus. Et dans ce cas-là, c'est même plus du code jetable, c'est juste pas de code, voilà, qui permettent d'aller très très vite. La deuxième question a été posée par Fatima et Fatima donc te demande, Emmanuel, est-ce que l'enquête par questionnaire peut être considérée efficace pour la décision de foncer sur un projet? Alors, c'est un des éléments, mais ça ne peut pas être le seul en fait. Si je reprends l'exemple de Dropbox par exemple, est-ce que, si vous connaissez le produit de Dropbox, en fait, les fondateurs n'auraient pas su quelles questions poser en fait aux utilisateurs? Comment poser une question sur un produit où finalement on ne sait pas très bien le décrire sans le montrer? Donc, le questionnaire, c'est quelque chose, mais ça ne vaut pas en fait l'expérience. Donc, plutôt que faire un questionnaire, par exemple, est-ce que vous achèteriez tel produit? Peut-être que vous pouvez, avec un tout petit budget, faire des pubs sur Facebook où les gens cliquent s'ils sont intéressés par le produit, et puis voir s'il y a beaucoup de gens qui cliquent. Est-ce que vous avez un taux plutôt de clics plutôt supérieur à la moyenne? Ou bien, ce que je disais tout à l'heure, faire une landing page, parce que ça, on peut le faire sans code. Il y a des tas d'outils en ligne qui permettent de faire ça. Donc, une simple page web avec un bouton pour cliquer en simulant l'achat. Ça permet de valider de manière peut-être plus fiable qu'un questionnaire. Donc, le questionnaire, oui, mais pas seulement. Parce que, en fait, je veux prendre un cas extrême. Si vous demandez à un utilisateur, est-ce que vous aimeriez bien avoir cette fonctionnalité? Pourquoi est-ce qu'il vous répondrait non, franchement? Il va vous dire oui, ça ne me coûte rien. Oui, faites-la toujours, on verra bien. Quand vous l'aurez faite, je regarderai. Donc, en attendant, je vous dis oui. Donc, se méfier des questionnaires parce qu'ils peuvent introduire des réponses biaisées, en fait. Parfait. Merci Emmanuel pour ta réponse. Nous avons donc une nouvelle question de la part de Franck qui te demande, quand on a une application monolithique, comment migrer en microservices
sans perdre son trafic? Faut-il reprendre tout le projet ou y a-t-il un moyen de migrer en évitant la perte de trafic? Oui, alors c'est une question très à la mode d'architecture et très technique, le débat entre les architectures monolithiques et les architectures microservices. Alors, la première chose, d'abord, posez-vous bien la question de pourquoi j'ai besoin de faire cette migration. Ça peut être tout à fait justifié dans certains cas. Dans le cas où c'est justifié, effectivement, là, votre CTO va avoir un travail très, très intéressant qui est de déterminer comment le faire de manière progressive et incrémentale. Ça ne sera certainement pas une migration Big Bang où je recode tout à côté en microservices et je switch. Ça ne fonctionnera pas. Ça va être un travail d'architecture et très progressif pour justement éviter les régressions et éviter de casser les fonctionnalités existantes et petit à petit extraire les fonctionnalités qui doivent être extraites, donc bien les prioriser dans des modules à part. Donc se poser la question, cette fonctionnalité, pourquoi j'ai besoin de la sortir dans un service? Quelle valeur est-ce que ça apporte? Les prioriser et ensuite les faire une par une de manière très progressive. C'est généralement des projets complexes, coûteux, et donc il est important de bien analyser si on veut vraiment le faire. Dans certains cas, c'est absolument nécessaire. Et de le faire, et quelle va être la stratégie progressive et itérative pour le faire. Merci Emmanuel. Question suivante de la part de Landry. Est-ce que le principe de livraison continue rend inutile les phases de test traditionnelles après le développement? Ouais, très bonne question. Très bonne question. Alors, je ne dis pas que ça le rend pas vraiment inutile. C'est lié. Voilà. Il y a une corrélation, il y a un lien entre les deux. Dans un monde idéal, on n'a pas besoin de tests manuels. Et donc, le code est terminé, j'appuie sur un bouton, je le mets en production. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'on développe des tests automatisés, etc. Bon, ce n'est pas toujours possible, c'est quelque chose que l'on doit viser puisqu'on fait gagner du temps, on saute l'étape de test manuel. Maintenant, une chose qui est très vraie, c'est que si on a beaucoup de trafic et qu'on fait de la livraison continue et que, en tant que développeur, on a bien outillé son application pour mesurer ce qui se passe sur son application, on peut accepter de mettre en production des bugs à partir du moment où on a confiance dans le fait qu'ils seront détectés par des mesures immédiatement. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez un funnel de conversion sur un site, vous faites une évolution graphique dans ce funnel de conversion, vous mettez cette évolution en production et ça ne marche plus sur les utilisateurs qui ont un téléphone Android. Par exemple, ça marche bien sur PC, sur Mac, mais ça ne marche plus sur Android. C'est grave. Vous allez peut-être perdre une partie de votre trafic et de votre taux de conversion. Cependant, si vous avez beaucoup de trafic et que vous avez bien mis des mesures, je parlais de l'obsession de la mesure un petit peu plus tôt dans la présentation, vous avez probablement une sonde automatique quelque part qui va détecter que le taux de conversion a brusquement chuté sur un écran sur Android et vous envoyer une alerte. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a cassé. Et parce que vous avez un processus de déploiement continu qui fonctionne bien, en appuyant sur un bouton, vous allez faire un rollback automatique sur la version précédente. Donc oui, dans une certaine mesure, le déploiement continu peut supprimer le besoin pour la phase de test manuel, mais ça nécessite une maturité dans la gestion de ce processus que l'on n'a en général pas dans les premières phases de vie de la startup parce que ce n'est pas la priorité, simplement. Ce niveau de maturité, ça fait partie des assets dont je vous parlais, la valorisation de l'IT que l'on construit de manière opportuniste et petit à petit. Et effectivement, quand vous avez ce mécanisme en place, que vous avez cette capacité à dire j'ai plus besoin d'équipes de tests manuels ou quasiment plus, eh bien, votre IT a beaucoup plus de valeur. Mais c'est un niveau de maturité que généralement on n'atteint pas dans les premières phases dans la startup parce que ce n'est pas la priorité. Nous avons une nouvelle question de la part de Franck qui te demande, selon toi, quel est le meilleur cloud, AWS ou Google? Oh, il n'y a pas de meilleur cloud. Alors, les deux ont des qualités. Je veux pas faire de pub pour l'un ou pour l'autre. Celui d'AWS existe depuis beaucoup plus longtemps. Celui de Google est très compétitif. Personnellement, j'aime beaucoup la documentation technique qui est associée à celui de Google. Je la trouve en général plus facile à utiliser que celle d'AWS, même s'ils font des progrès. Je pense qu'en revanche, en tant que startup, ce qu'il faut que vous regardiez,
c'est auprès aussi bien d'Amazon que de Google, les programmes qui existent et qui vous permettent d'avoir des crédits d'hébergement gratuits auprès de ces fournisseurs. Les deux en proposent et vous pouvez tout à fait envisager dans un premier temps d'être sur l'un et puis quand vous avez épuisé vos crédits d'être sur l'autre ou s'il ne vous a pas convaincu en tout cas. Mais voilà, les deux, je ne pense pas que ça soit déterminant. Les deux sont très compétitifs, sont très compétitifs. Et puis, il y en a même d'autres. Il y a celui de Microsoft Azure que je connais assez peu et qui est certainement très bien aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas de réponse définitive. Regardez finalement où est votre intérêt. Et si vous le pouvez, ce n'est pas une priorité, essayez de construire vos applications de manière à ce que ça ne soit pas trop compliqué de migrer si un jour vous devez changer. Question de la part de Martial. Quels outils conseilles-tu, Emmanuel, pour la mise en place du CI/CD? Ouais, alors il y en a beaucoup, je ne les connais pas tous. Bon, à titre personnel, j'ai beaucoup utilisé un grand classique qui s'appelle Jenkins, voilà, qui n'est pas le plus joli, peut-être pas le plus à la mode non plus, mais GitLab, de plus en plus, en fait, les solutions d'hébergement, de repository de code comme GitHub ou GitLab ou Bitbucket d'Atlassian intègrent de plus en plus les phases en aval qui sont en fait le déploiement, l'automatisation du déploiement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui ont leurs avantages, leurs inconvénients. J'allais dire, pareil, prenez celle qui vous coûte le moins cher et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et dont la documentation vous semble de bonne qualité, parce qu'il ne faut pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà, ce sont des outils. Il faut rapidement réussir à faire ce qu'on veut faire avec et se concentrer le temps sur ce qui apporte vraiment de la valeur à mon métier. Alors, nous sommes bloqués par le temps, mais nous allons répondre aux 4 dernières questions. Et Emmanuel, donc, la question suivante est une question posée par Noureddin qui te demande quelles sont les principales compétences / atouts clés pour occuper un poste de CTO avec succès et combien d'expérience au minimum? Question assez large, mais en résumé, qu'est-ce que tu pourrais préconiser? Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit avant. Alors, je pense qu'il n'y a pas un nombre d'années d'expérience idéal, mais il y a un certain niveau d'expertise et de confiance et de capacité à chercher des solutions rapidement qu'il faut avoir acquis. Donc, avoir eu un premier rôle de tech lead, on va dire, un petit peu d'encadrement d'une petite équipe de développeurs, de conception. Je pense qu'avoir travaillé sur un projet où on avait beaucoup d'autonomie, c'est important parce que c'est ce qu'on va demander. Donc, voilà les qualités. Ensuite, être un bon communicant parce qu'il faut pouvoir parler avec son CEO et se comprendre. Et puis aussi avec ses partenaires, CFO, CMO, etc. C'est essentiel. Je pense que, voilà, en tout cas pour une startup à ses débuts. Et puis, une startup, on peut aussi être CTO dans des équipes beaucoup plus larges, de 100 ou plus de personnes. Dans ce cas-là, il faut aussi avoir acquis progressivement une expérience managériale. Puisqu'on est beaucoup moins hands-on, on fait beaucoup moins les choses soi-même, donc il faut être capable de déléguer et déléguer à des gens qui eux-mêmes délèguent. Donc là, on entre aussi dans une capacité de leadership et de management. Si tu permets, Emmanuel, je vais répondre aux 3 dernières questions. Donc, nous avons une question de la part de Martial, Chancel, Samba, Jacob et Jean qui nous demandent s'il serait donc possible d'obtenir le fichier de la présentation après le webinaire. Donc, la réponse est oui. Donc, ce webinaire sera mis en ligne dans les prochaines 48 heures sur YouTube. Et donc, vous aurez accès aux slides et au voice-over d'Emmanuel sur YouTube. Ensuite, question suivante de la part de Calixte qui demande donc si son entreprise doit avoir une ancienneté d'au moins 3 ans ou si c'est le projet qui doit avoir une ancienneté de 3 ans pour candidater à l'Africa Business Euro Challenge. Alors, Calix, ton entreprise doit avoir au minimum une existence de 3 ans pour pouvoir candidater et postuler à l'Africa Business Euro Challenge. Dernière question de la part de Barnabé qui nous demande si les entreprises de l'agroalimentaire peuvent candidater et postuler à ce challenge. La réponse est oui, tout à fait. Tous les secteurs peuvent postuler et participer à l'Africa Business Euro Challenge. Dernière question de Barnabé, et ce sera la transition parfaite sur la vidéo de la fin qui va être lancée par Emmanuel
dans quelques instants. Donc, sa question est de savoir et avoir plus de renseignements sur la structure qui organise ce concours. Donc, ce concours est organisé par l'Africa Netpreneur Prize Initiative, qui est donc un programme philanthropique lancé par la Fondation Jack Ma. Et donc, nous espérons que vous serez nombreux à postuler à ce programme. Et d'ailleurs, Emmanuel va lancer une vidéo qui va vous montrer et vous guider dans la candidature à réaliser. Merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Emmanuel, pour la qualité et le contenu de ce webinaire. Et on espère que vous serez très nombreux à candidater et à postuler à l'Africa Business Hero Challenge. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.